Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du merveilleux, du sémillant Théo Rivière. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Salut Zeph, après des petites galères techniques de bon matin, j'ai réussi à faire fonctionner cet enregistrement, donc ça va mieux là depuis à peu près 40 secondes que je suis certain qu'on peut enregistrer cette émission. Et toi ? Le stress de début, bah écoute, ça va très très bien, je te remercie. On reçoit aujourd'hui, je vais pas dire que c'est une émission spéciale parce qu'elles sont toutes spéciales maintenant, et c'est sur ta très bonne suggestion que nous allons faire une émission autour de la scène ludique japonaise pour voir comment ça se passe de l'autre côté de la planète pour tout ce qui touche au monde ludique. Et pour ça, nous avons un invité que je te laisse présenter parce que c'est toi qui as fait toutes les démarches. Bien sûr, et même je tiens à rendre à Yannick ce qui est à Yannick, puisque c'est même lui qui m'a glissé un mot disant « Ah, j'écoute 6388, j'aime bien, ça vous dirait de faire une émission où on parle un peu de comment ça se passe au Japon ?» Et donc nous recevons le fameux, dont vous avez certainement déjà entendu la voix, Yannick, qu'on connaît également sous le pseudo Isobretnik. Je sais pas si je dois prononcer les E comme ça, ou si... J'avais tendance à dire Isobretnik, mais je t'ai vu en vidéo dire plutôt Isobretnik, en mettant une petite emphase comme ça. Mais du coup, Yannick, qu'on est ravi de recevoir, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Alors pour la prononciation, c'est Isobretnik, en effet. Comme s'il y avait deux accents aigus sur les E. Ok, britannique. Est-ce qu'on peut dire Yannick, ça va, ou c'est mieux, ou tu préfères ton pseudo ? Comme vous voulez, Yannick, Isobretnik, comme vous voulez. Ok, ça roule. Bah écoute, on va faire un point déjà autour de toi, savoir qui tu es, pourquoi vivre au Japon et le reste. Donc déjà savoir depuis combien de temps. Toi, tu es quel type de joueur et depuis combien de temps tu joues à des jeux de société ? Alors, je joue à des jeux de société depuis à peu près une dizaine d'années. Et je suis plutôt du genre à jouer à des jeux un peu costauds, même si avec ma petite fille à la maison, qui est plus si petite d'ailleurs maintenant, on a tendance aussi à jouer à pas mal de jeux familiaux, et aussi on est très très fan de jeux enfants. D'accord. Auxquels on joue encore très régulièrement. Oui. Ok. Et tu es donc, alors je vais dire délocalisé, mais j'imagine que c'est pas le terme du tout. Tu vis au Japon donc depuis un certain temps. C'est ça, je vis au Japon depuis 17 ans. D'accord. C'est le côté perso qui t'a fait déménager ou bouger ou... Alors, à l'origine, c'était le côté pro, puisqu'on m'avait proposé de venir au Japon pour enseigner le français aux Japonais et aux Japonaises. Et je suis resté après avoir rencontré mon épouse. Toi, tu es joueur depuis une dizaine d'années. Comment... La scène, le côté jeu au Japon, est-ce qu'il est extrêmement développé ? Est-ce qu'il est aussi visible, je veux dire, qu'en France ? Est-ce qu'il y a un côté un peu démystifié comme on l'a vu sur les dernières années ? Ou est-ce que c'est un peu plus, je veux dire, timide ? Alors c'est un peu plus discret que ce qu'on peut vivre aujourd'hui en France, surtout ces dernières années. Même si la situation change un petit peu au Japon depuis quelques temps, mais malgré tout, ça reste un public très restreint, avec... on va dire que c'est une passion de niche quand même, ça reste une passion de niche au Japon. Même il y a quelques exceptions sur quelques jeux, très rares, mais sinon globalement ça reste quand même une passion qui est très discrète. D'accord. Pour revenir un tout petit peu sur toi tu es dans le milieu ludique en général, tu es chroniqueur, tu fais aussi des vidéos, tu fais aussi un blog. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça ? Alors comment expliquer ? Alors il faut que je retrouve toute la chronologie, ça fait un petit moment là. Mais disons qu'à l'origine, j'ai commencé à écrire quelques chroniques sur un blog que j'avais créé qui s'appelait Japan Board Games, qui a disparu depuis parce que j'ai pas payé les serveurs qu'il fallait. Et ensuite, par l'intermédiaire du Dr Mops de Trick Track, avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qui aimait beaucoup les jeux japonais, qui était aussi un pionnier dans
cette curiosité, on va dire. J'ai écrit un petit peu sur Trick Track, j'ai écrit un peu sur Gus & Co, qui a été un des premiers à m'ouvrir sa porte pour écrire sur son blog. Et puis plus récemment, j'ai écrit pas mal pour Ludovox, qui est un site que j'aime encore aujourd'hui, mais pour lequel j'écris très peu désormais. Et puis parallèlement à ça, toujours un peu par l'entremise de Ludovox, j'ai aussi fait pas mal de vidéos avec ma fille Lana, qui s'appelle Les Lana et son papa, qui présente des jeux familiaux et des jeux enfants. On a fait à peu près 90 épisodes à peu près. Ah oui, quand même, ça reste assez fat. C'était à quelle régularité ? Alors ça, c'était notre plus gros problème, parce que en étant à l'étranger, c'est assez compliqué de trouver les jeux en français. De trouver des jeux régulièrement, et puis là, avec la situation sanitaire qu'on connaît depuis un peu plus d'1 an, c'est d'autant plus difficile de trouver des jeux venus d'Europe, donc la régularité était très irrégulière, à savoir qu'on faisait souvent des tournages sur plusieurs jours, et on essayait d'enchaîner les épisodes les uns à la suite des autres quand on recevait des jeux, et quand on avait des périodes de disette où on n'avait pas de jeu, on essayait d'improviser sur des jeux qu'on avait déjà dans notre ludothèque qui étaient un peu plus anciens, ou alors on avait carrément des longues pauses. Donc la régularité est un vrai problème pour cette petite émission YouTube. Donc, clairement, c'est le côté chercher dans sa ludothèque, je comprends, mais complètement. Parce que faut trouver des choses à dire. Là, je vois, dans le magnifique conducteur de Théo, il explique que effectivement, tu es moins actif sur Internet maintenant. Tu l'as dit un peu dans ton discours aussi, c'est une volonté, c'est juste plus le temps, c'est juste la situation Covid qui a créé un peu ça. Alors c'est un peu de tout, je pense. Il y a aussi le fait que sur certains articles, j'ai eu quelques revers, on va dire quelques moments de doute sur l'écriture d'articles de critiques de jeux de société, où je me suis rendu compte que parfois l'engagement personnel était un peu trop important pour finalement des articles passion. Et puis aussi, ces temps-ci, j'ai tendance à écrire uniquement quand j'ai un vrai coup de cœur, ce qui est moins fréquent depuis quelque temps, puisqu'on découvre moins de jeux, malheureusement. Mais on va dire qu'il y a un peu de baisse d'envie, et puis de doute sur l'intérêt réel d'écrire sur le jeu de société pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est très personnel, c'est une remise en question perso sur ce point-là. Dans les trucs qui te caractérisent pas mal aussi, Yannick, c'est que t'es très actif dans la scène ludique japonaise. Du moins, c'est le sentiment que tu donnes d'un point de vue extérieur, mais t'as l'air de connaître pas mal les auteurs, les autrices japonais, les différents acteurs, les différentes actrices du milieu, notamment par rapport au lien que t'as pu avoir avec... alors j'allais dire le Tokyo Game Market parce que c'est le seul que je connais, mais en fait par rapport au Game Market avec un S à la fin, comment ça s'est passé ta rencontre avec le milieu ludique japonais, comment est-ce que t'as rencontré un peu toutes ces personnes-là? Alors pour la découverte du Game Market, ça s'est fait quelques temps après ma découverte du jeu de société, et sachant que le seul événement auquel je pouvais vraiment participer au niveau national, on va dire, c'était les Game Market, je me suis rendu un peu par curiosité à celui de Tokyo, qui était beaucoup moins fréquenté à l'époque. Aujourd'hui, ce serait compliqué de faire ça en improvisation, mais et j'ai tout de suite... je suis tout de suite tombé amoureux en fait de l'ambiance, c'est-à-dire que je connaissais encore très peu le jeu de société, je connaissais quelques grands noms genre les Catan, Carcassonne, ce genre de jeu, et quand j'ai découvert en fait l'ébullition créatrice qu'il y avait autour du Game Market, et puis tous ces auteurs, ces autrices qui venaient comme ça avec leur petit bureau, leur petite pile de jeux à 30 exemplaires, fait avec amour et pour les vendre sans se poser de questions, c'est vraiment l'ambiance dont je suis tombé amoureux en premier. Et puis après, par l'intermédiaire de mon activité de chroniqueur sur le jeu japonais, j'ai commencé à poser des questions aux auteurs, aux autrices. J'ai commencé à rencontrer des gens comme le boss de Onink Games, par exemple, que je voulais interviewer, ou des auteurs qui étaient qui avaient un petit nom au Japon et que j'ai voulu aussi rencontrer pour leur poser des questions et puis faire découvrir un peu leur mode de création et leurs envies en matière de jeux de société. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et après j'ai créé des liens et je garde ces liens avec les gens qui reviennent.
parce qu'on pourra en parler peut-être après, mais il y a un énorme turnover au niveau de la création ici, en raison de son côté amateur et d'autres raisons, mais j'ai essayé de garder le contact avec des auteurs et des autrices que je connais depuis maintenant presque 10 ans, donc ceux qui sont encore dans la création, je maintiens les relations et on se voit à chaque game market, on va manger ensemble, ils connaissent tous Lana, enfin il y a vraiment des relations perso qui se sont créées autour du game market. On va développer un peu le côté game market justement après quand on va parler du fonctionnement du jeu de société au Japon, parce que là il y a une question qui m'interroge, surtout que tu disais fait que le côté découvrir des nouveautés ou d'avoir des coups de cœur sur les jeux quand tu parlais de ton activité sur le net, mais la localisation, je veux dire, des jeux européens ou américains sur le sol japonais, est-ce que c'est courant? En fait, je me rends pas compte de la proportion, et c'est peut-être plus toi, Théo, qui aura la réponse en vrai. La proportion de localisation sur le marché japonais, est-ce qu'elle est... Enfin, c'est quoi? C'est 70% des jeux qui sortent dans le monde sont aussi localisés au Japon, ou est-ce que c'est un marché tellement spécifique qu'on est obligé d'attendre que ce soit un jeu qui corresponde au marché pour y aller? Parce que je sais pas si je suis clair dans ma question. Mais Oui. En fait, il y a donc pour faire la chrono, en fait, quand j'ai commencé à participer au Game Market et à découvrir le jeu de société, la plupart des jeux, principalement allemands, étaient en import. D'accord. Avec des traductions qui étaient amateurs, puisqu'elles étaient faites par chaque boutique qui vendait les jeux. Donc pour un jeu, il y avait autant de traductions que de boutiques. Et aujourd'hui, en fait, avec les gros acteurs comme Hobby Japan ou Arclight, et puis d'autres qui sont installés depuis quelques années, je pense qu'on a probablement, sinon autant, peut-être plus de jeux étrangers désormais localisés au Japon. Si je compare avec la France par exemple, où la France on a quand même un très gros marché d'auteurs francophones, avec des éditeurs francophones qui sont assez forts sur le marché national. Ici on a vraiment beaucoup de jeux et américains et allemands, et tout est traduit quasiment désormais. D'accord. Avec des jeux qui n'ont pas de traduction en France par exemple. Et la situation a vraiment beaucoup changé. C'est devenu très compliqué de vivre pour une boutique si elle fait que de l'import désormais. Oui, ouais, j'imagine clairement. Mais du coup, ça veut dire que le marché est implicitement plus gros au Japon en termes de vente qu'en France, par exemple. Alors là, c'est là que justement la chose est surprenante, c'est que souvent les éditeurs japonais font des très petits tirages. Même sur des grosses licences, je sais pas, je vais prendre au hasard Dominion, ça arrive très souvent que le jeu soit en rupture parce qu'ils sous-estiment complètement la demande. Mais la plupart des éditeurs avec qui j'ai pu discuter, leur tirage, c'est du 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, 2000 max. Ouais, même sur des jeux qui ont un gros succès en France, par exemple. D'accord. Donc en fait, j'imagine qu'on a un éventail de choix qui est largement plus gros que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays, dont la France, mais finalement une quantité de boîtes qui est largement plus basse que ce qu'elle devrait être par rapport au marché. En fait, c'est intéressant quand même. C'est ça, exactement. À part quelques exceptions, il y a vraiment de très rares exceptions, mais globalement, la variété est peut-être plus importante qu'en France, perçue d'ici, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'éditeurs étrangers qui sont sur le territoire japonais traduits en localisation. Mais en termes de nombre de ventes, c'est vraiment bien inférieur à la plupart des tirages qu'on imagine en France ou en Europe. Fou, c'est assez fou. Ouais, c'est une situation qui est assez étonnante, ouais. Oui, c'est pas la première chose qui est parfois un peu, je veux dire, contradictoire avec dans la création, dans le monde ludique ou même dans certaines régions du monde, mais c'est assez bizarre. Toi, tu es toi-même créateur de jeux? Alors oui, avec ma fille, on fait quelques jeux pour le Game Market. On en a fait 3. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et c'est principalement, en fait, on part d'idées de Lana, et à partir de ça, on essaye de créer des jeux qui sont fonctionnels. Alors, on a la chance d'avoir pas mal d'amis auteurs et autrices autour de nous qui nous donnent pas mal de retours et qui nous aident
développer, à streamliner, j'ai le mot anglais en tête, mais à Épuré. Épurer les mécaniques, à enlever les choses qui sont inutiles. Et puis on a aussi pas mal de connaissances qui sont dans l'illustration au Japon. Donc on a tout un réseau en fait de gens qui nous aident pour mener à bien un projet qui au départ est un peu bancal et puis qui au final nous amène beaucoup de plaisir, et ça nous permet de voir aussi l'autre côté du game market, et ça c'est plutôt sympa, surtout pour ma fille notamment. D'accord, mais du coup, ce sont des jeux qui sont pas édités, mais auto-édités, quoi. C'est ça, c'est de l'auto-édition. D'accord. C'est un peu une grosse partie du marché japonais, c'est de l'auto-édition. On reviendra probablement là-dessus après, mais c'est vrai que d'ailleurs c'est un point de confusion de beaucoup de gens en Europe, c'est de faire la différence entre l'auteur, l'autrice et la maison qui édite les jeux au Japon, parce que souvent c'est la même personne ou les mêmes personnes. D'accord. Et ça crée pas mal de confusion chez pas mal d'éditeurs qui essayent par exemple de trouver des jeux japonais à signer dans leur catalogue. Oui, ils essayent de trouver qui l'a édité, alors qu'il faut contacter l'auteur directement, ouais. C'est ça, et ils ont l'impression de parler parfois ils pensent parler à une maison d'édition, donc avec un vrai process, des contrats, des machins, puis ils se rendent compte qu'en fait ils parlent avec, je sais pas moi, une jeune japonaise de 25 ans qui a jamais vu un contrat de sa vie, quoi, et qui a juste fait un jeu sur lequel il y a son nom d'autrice, souvent c'est un pseudonyme, et un nom de cercle d'amis qui participent à la création de son jeu, quoi. Ouais. Tu nous fais une transition assez belle sur ça, par rapport à ça. Moi j'ai le sentiment, pour avoir eu la chance de t'avoir entre autres croisé au Tokyo Game Market, que tu donnes vachement de coups de main des deux côtés de la planète, pour le coup, à la fois pour aider un peu les éditeurs qui veulent contacter des auteurs ou des autrices japonais qui sont parfois, tu le disais, un peu perdus parce que les process sont très différents, mais aussi de l'autre côté, j'ai l'impression que tu donnes aussi du coup de main aux auteurs et aux autrices japonaises pour savoir comment ça marche un peu le milieu en dehors du Japon. Comment ça se passe pour toi ? C'est un truc, c'est vraiment une place que t'as dans la scène japonaise ? Est-ce que t'as l'impression que c'est une place que t'as prise, ou c'est juste te donner des coups de main à des potes au fur et à mesure comme ça parce que t'es une chouette personne ? Alors c'est principalement à force de créer du lien social avec les gens que je connais qui créent des jeux de société au Japon, et puis le fait d'avoir accompagné plusieurs fois des éditeurs francophones sur les game markets pour faire la traduction notamment, ça m'a permis de poser des questions qui ensuite m'ont apporté des réponses que je pouvais amener aux auteurs et aux autrices japonaises qui se posaient des questions quand ils recevaient des propositions. Et ce genre de choses, c'est vrai que c'est plus des coups de main que je donne à des gens que je connais. Comme je disais, il y a un gros turnover, donc c'est souvent avec les mêmes personnes, souvent les auteurs et autrices que je connais bien, qui par exemple vont me contacter en me disant bah voilà Yannick, j'ai reçu cet email de la part de telle maison d'édition suédoise, est-ce que tu connais ? Alors je suis pas très bon sur les maisons d'édition suédoises, mais si je peux répondre aux questions, genre est-ce que tu connais cet éditeur en France ? Je peux éventuellement parler des jeux qu'ils ont édités, je peux éventuellement sinon faire le relais, en tout cas donner quelques informations qui pourraient les aider à mieux communiquer avec des gens qui leur offrent des opportunités d'avoir leurs jeux publiés à l'étranger. Toi, les créations que tu as fait du coup avec Lana, ça donne quoi aujourd'hui sur... Enfin, ça s'est bien écoulé, il y a eu une redemande, enfin comment ça s'est passé en fait, la mise sur le marché. Je mets des gros guillemets sur le marché du coup, mais... Ouais, alors il faut savoir que ce sont des tirages à 200 exemplaires, donc c'est des tout petits tirages, c'est des micro-tirages. Pour le marché japonais, tu veux dire, ou en général? En général, oui, c'est des micro-tirages, mais pour le marché, du coup, est-ce que c'est si micro que ça? Alors, 200 exemplaires pour un jeu, ce qu'on appelle les doujin, donc les jeux amateurs japonais, c'est déjà un chiffre qui est plutôt important, parce que c'est souvent entre 50 et 100, plutôt. 200, on commence à prendre un petit risque financier si on n'arrive pas à vendre les jeux. Mais le tout premier, c'est très bien vendu, assez rapidement. Il a d'ailleurs été signé par un éditeur coréen, qui l'a sorti récemment. Le deuxième, c'est un peu notre bid à nous.
On aime beaucoup ce jeu, mais ça a pas très très bien marché. Et le troisième, par contre, ça a été notre plus gros succès puisque le jeu s'est vendu très très vite. Il a très vite été en rupture. Et du coup, il a été repris par un éditeur local qui est Arclight, qui va du coup le sortir dans une vraie édition avec un nombre d'exemplaires beaucoup plus conséquent pour le territoire japonais. D'accord, ça c'est fou. Et en fait, à parler de process sur 200 boîtes, je me dis, mais en vrai, du coup, tu dois revoir, mais j'imagine tellement de choses, ne serait-ce que le format de la boîte, le matériel à l'intérieur, et du coup, ça me fait penser à tous les jeux, One Games, dont on va sûrement parler, mais qui sont effectivement en format ultra micro sur plein d'aspects, quoi. Et au final, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus. Souvent, on compare un peu le jeu de société et le jeu vidéo, et parfois on discute un peu des différences notables dans le jeu vidéo entre les studios AAA et puis les indépendants. Et je trouve que cette scène Dojin, comme tu le dis magnifiquement bien, Yannick, c'est ce qui se rapproche le plus de ce côté indépendant, le côté un peu artisanal de la création, d'être sur la plupart des échelons de décision, de réfléchir, et puis après d'envoyer son jeu à la surface du monde en se disant on a fait quelque chose, on y croit, on l'aime bien, on a mis tout notre cœur dedans, et puis comme dans la scène indépendante de jeux vidéo, il y a pas mal de jeux qui restent assez confidentiels malgré éventuellement leur qualité, et puis des fois on a un Firewatch ou un Imagine qui va toucher un public extrêmement large et se propager d'un coup de manière très très importante. C'est un truc que je trouve assez beau dans ce que ça raconte, c'est très chouette. Et avec 2 exemples parfaits en plus, c'est génial. Voilà. Oui, Firewatch et Imagine, oui. Mais c'est vrai que ça c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est de voir en fait toutes les étapes de la création depuis l'idée de départ jusqu'au moment où tu vas vendre ton jeu toi-même, en passant par développer le jeu, voir comment le fabriquer, voir avec quelle boîte le fabriquer, parce que nous on fabrique uniquement au Japon, parce que c'est des micro-tirages et à l'étranger c'est compliqué de faire des micro-tirages. Quel illustrateur, comment travailler avec l'illustrateur ou l'illustratrice, et comment on va envoyer les fichiers à l'usine qui va fabriquer le jeu, comment on va les réceptionner, comment on va les amener au game market, les mettre sous shrink, donc le plastique qui emballe les boîtes, à quel prix on va le vendre pour pas perdre trop d'argent. Comment s'inscrire au game market, à voir comment on va organiser le stand au game market. Donc en fait, toutes les étapes de la création du jeu font partie de l'aventure, et c'est ce qui est le plus plaisant en fait. C'est au-delà de créer le jeu et d'avoir un jeu qui fonctionne, c'est aussi de participer à l'intégralité du process, en sachant que même si on fait un énorme bid, au final, on perd un peu d'argent, bien sûr, mais on prend pas trop de risques, et puis c'est une expérience incroyable pour Lana, notamment, qui adore aller au game market, présenter les jeux, expliquer comment jouer, gagner contre les gens à qui elle présente le jeu, et le vendre en direct à des gens, genre signer une boîte, quand c'est un auteur qui vient lui demander de signer une boîte, ce genre de trucs qui sont des moments qu'elle va garder en tête pendant longtemps, je pense. Et du coup, tu fais une super transition sur le game market. Est-ce que est-ce que tu peux tu l'as déjà un peu présenté, mais est-ce que tu peux nous le représenter, si tu connais un peu l'historique du truc, et savoir comment fonctionne en fait la généralité du game market? Oui, alors le game market, c'est un événement qui a lieu généralement 3 fois par an. 2 fois sur Tokyo, donc au début du printemps, donc c'est généralement début avril, et une fois en automne, donc au mois de novembre, et une fois sur Osaka, donc là c'est plutôt en mars, début mars ou fin mars, et la fréquentation est beaucoup moins importante à Osaka, mais sur Tokyo, aujourd'hui, on arrive à peu près 20 000 visiteurs sur 2 jours, sachant que la formule sur 2 jours a commencé il y a 2 ans. Mais si je vais parler de l'histoire du Game Market, c'est un événement qui existe depuis 2000, et en 2000 il y avait à peu près 40 personnes qui ont visité une 30 personnes, j'exagère, 300 personnes ou 400 personnes qui ont visité le Game Market de Tokyo la première fois, et sur 20 ans ça a été multiplié par 20-30, donc avec un nombre d'exposants aussi qui a explosé. Donc il y a une explosion qui était assez égale entre le nombre d'exposants et le nombre de visiteurs. Et c'est une expérience qui est très changeante, parce que chaque édition est très très différente.
Et c'est ça qui est assez amusant en fait. Les exposants ça fonctionne comme un salon classique, je veux dire en France, genre chacun paye sa place et ainsi de suite, j'imagine. C'est ça. Il y a un prix fixe pour la partie amateur du game market et un autre prix fixe pour les professionnels, sachant qu'il faut compter, si je parle de chiffres, il faut compter à peu près 80 € pour la journée en tant qu'amateur au game market. C'est un peu plus cher pour les exposants professionnels, mais ils ont un espace qui est beaucoup plus grand aussi, quoi. Ça, c'est une des particularités qui m'a surpris d'ailleurs, c'est on paye à la journée, et donc les stands sont pas forcément les mêmes sur les 2 jours, ou même ils ont été déplacés parfois. Il y a ce côté où, quand on fait un salon comme Essen ou comme Cannes, le premier jour on est complètement perdu, et puis le deuxième on sait qu'à tel endroit il y a le stand de Yellow, à tel endroit il y a le stand de Bidule, etc. Et là, bah, pour avoir fait le Game Market, des fois tu te dis, oh, il y avait un stand qui était sympa, là, il était juste ici, vas-y, j'y retourne. Ah bah, il n'existe plus. Ah bah, il est là-bas maintenant. Que c'est assez étonnant, ça, ce process de travailler par journée plutôt que sur le salon en entier. Ouais, bah, la très grande majorité des amateurs participent soit au samedi, soit au dimanche maintenant. Sachant que la plupart des gens préfèrent le samedi parce qu'il y a une fréquentation qui est beaucoup plus importante. Mais c'est vrai que les gens qui font sur 2 jours, ce sont plutôt les auteurs qui sont déjà un peu installés, ou les professionnels, genre Hong, qui sont là évidemment les 2 jours. Mais pour les amateurs, 2 jours sur Tokyo, ça fait une nuit d'hôtel de plus. Parfois ils sont 4 ou 5. Ça commence, en termes de coûts, ça devient vraiment vraiment important. Donc il y a la question financière, la contrainte financière qui est quand même relativement importante ici. On pourrait revenir dessus, mais par exemple, si je vous donne un chiffre qui risque de choquer pas mal de gens, c'est que il y a, selon un sondage qui avait été lancé par un auteur assez connu ici, il y a à peu près 90% des amateurs qui ont répondu, qui ont confirmé qu'ils perdaient beaucoup d'argent en allant au game market. Donc c'est-à-dire que les gens créent un jeu, vont le vendre, mais au final, ça leur coûte beaucoup plus d'argent que ça ne leur en apporte. Et ça, c'est une démarche qui est compliquée à expliquer quand t'es pas dans ce schéma de pensée passionnel. Je veux dire, c'est très compliqué pour un éditeur ou un auteur français de comprendre que tu vas perdre de l'argent dans présenter ton jeu. C'est une démarche qui est assez particulière, quoi. Mais du coup, est-ce que, à part le fait de se dire, ok, je vais présenter mes 50 boîtes pour essayer de les vendre, essayer pour le côté passion de la chose, est-ce qu'il y a plus aussi une volonté d'être vu par un éditeur pour être réellement édité sur des plus gros tirages, ou est-ce que c'est vraiment qu'on parle vraiment que de passion pour 90% des personnes qui vont là-bas en amateur? Je dirais que ça dépend des auteurs et des autrices. Depuis quelques années, avec l'engouement qu'il peut y avoir sur certains jeux japonais, ou par exemple la tentative de Kickstarter de s'imposer au Japon, et notamment sur le jeu de société, il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ont en tête cette vision de « je vais essayer de trouver un éditeur étranger pour mon jeu », sachant que au-delà de la notion d'édition, c'est surtout le fait d'être joué par des joueurs hors Japon. Alors ce qui est très bizarre, mais par exemple si on peut le voir avec les campagnes Kickstarter japonaises, si une autrice que je connais par exemple qui a réussi à vendre 100 exemplaires de son jeu sur Kickstarter avec un objectif financier très bas, elle était folle de joie parce que d'un seul coup il y avait 100 personnes hors du Japon qui allaient jouer à son jeu. C'était une expérience incroyable pour elle. Et c'est pas, on parle pas de signature avec un éditeur, hein, on parle juste de 100 passionnés américains ou européennes qui vont découvrir son jeu, et ça l'a rendu folle de joie, quoi. Ça, je peux imaginer qu'en tant qu'auteur, quand t'es exporté, quel que soit le nombre, t'es quand même ultra content que ça arrive, non, Théo? À 100%, là, je relate à 100% parce qu'il y a vraiment un truc de... C'est ultra fort comme sensation. Là, dernièrement, nous, on a Draftosaurus qui a été localisé pour et c'est pas un pays, hein, j'en ai conscience, mais l'Amérique du Sud, parce que je crois que le fournisseur s'occupe de vendre des boîtes en Argentine, au Brésil et en Équateur, je sais plus exactement, mais il a plusieurs pays d'Amérique du Sud et c'est le même qui le gère. Et c'est incroyable quand je vais sur Instagram et que je vois des gens qui jouent, ou mieux encore, moi ce que je préfère, c'est les vidéos d'explication, les reviewers de pays que je ne connais pas, avec des points bonus quand ils essayent de prononcer nos prénoms et nos noms de famille. Je trouve ça vraiment adorable. Et vraiment, il y a un truc extrêmement fort dans cette sensation de se dire « Waouh, il y a quelqu'un, il est à l'autre bout de la planète,
il a mon jeu entre les mains, il est en train de jouer et il s'amuse exactement comme moi. Enfin, pas exactement comme moi, mais il s'amuse de la même manière. Il y a un espèce de truc qui est extrêmement fort, je trouve, dans cette sensation. Pour revenir sur la création, justement, autour du Game Market, et du coup, la création par les auteurs amateurs directement, et en termes de liberté créative, est-ce qu'il y a quelque chose de plus large? Est-ce que, enfin, comme en fait, je me trompe peut-être quand je dis ça parce que j'ai en tête du coup d'avoir que des jeux très petits en fait, dans le sens petit format, petite boîte, pas des jeux experts parce que qui vont pas prendre 4 heures de jeu. Quoique je cherche le nom d'un jeu en tête qu'on nous avait présenté qui était chez Nuts Publishing, qui s'appelle Joraku, je crois, qui était un format toute petite boîte, mécanique toute simple, Ouais, Joraku, extrêmement complexe et qui est un de mes jeux phares. Mais du coup, ouais, est-ce qu'on est sur une liberté ou une créativité qui est plus large que ce qu'on peut voir, ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui? À partir du moment où il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que les auteurs et autrices s'ouvrent à toute possibilité. Je sais pas comment définir la liberté de création, mais je pense qu'il y a énormément de maisons d'édition en Europe qui ont des cahiers des charges, qui demandent à ce que certains qui se posent des questions sur la faisabilité, par exemple matériel d'un jeu. Ici, on va tomber sur des auteurs qui vont faire des jeux en 3 exemplaires, sauf que chaque exemplaire va coûter 1500 €. Ils sont faits à la main, taillés dans le bois, peints à la main. Je sais pas si Théo se souvient d'un jeu je sais pas si tu y avais joué d'ailleurs Théo, mais un jeu où il fallait jouer avec des pétales de fleurs. Le jeu était fait tout en bois, il y avait 10 exemplaires à tout casser. Chaque exemplaire coûtait 600 €. Il y a des jeux où par exemple il y a un jeu qui va sortir, c'est une plaque tournante sur laquelle on va essayer de mettre des jetons. Chaque exemplaire de ce jeu est fait à la main, ça prend des heures pour faire, donc il y aura forcément 20 ou 30 exemplaires maximum de ce jeu. Il y a des jeux qui dépassent en fait les normes européennes de protection de l'enfance, parce qu'il y a pas de normes du coup ici, parce que comme tout est libre et qu'il y a aucun contrôle et que le jeu sera jamais commercialisé à proprement parler, tu peux faire n'importe quel jeu, même s'il est dangereux, s'il y a des risques d'avaler des pièces pour un enfant, c'est pas des questions qui se posent. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a probablement une plus grande liberté de création qu'en Europe ou ailleurs, avec plus de risques pour les enfants. Mais c'est... Comment dirais-je ? Il y a zéro limite. À partir du moment où t'as pas besoin de vendre un certain nombre d'exemplaires, tu peux fixer n'importe quel prix pour un jeu, et que tu te dis que tu trouveras 2 ou 3 personnes pour l'acheter, même si ça t'a pris 25 ou 30 heures pour faire chaque exemplaire. Il y a aucune limite. C'est ça qui est quand même assez incroyable, le Game Market d'ailleurs. Ouais, ça paraît complètement lunaire presque dans l'idée du truc. En fait, je suis en train d'essayer de penser, mais les gens les auteurs du coup qui vont faire ce type de jeu est-ce qu'ils ont vraiment l'idée sérieuse de se dire je vais être édité derrière par quelque chose de plus pris par un éditeur pour être édité sur un grand nombre de jeux, sachant que on peut transformer le bois en plastique ou en carton, ce genre de choses, mais t'as quand même toute une création qui est très poussée par rapport à un proto qu'on peut avoir en festival pour présenter aux gens et ensuite essayer d'être touché par un éditeur. Est-ce que je suis clair dans ce que j'essaie de dire ou pas ? J'ai l'impression de... Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas il y a pas cette notion de démarcher des éditeurs comme on peut l'avoir en Europe chez les auteurs qui veulent vraiment auteurs et autrices qui veulent vraiment être édités. C'est tout le processus en fait est un processus de passion. Et si bien sûr un éditeur étranger vient les voir en leur disant voilà on est intéressé par votre jeu blablabla, les auteurs et autrices vont essayer probablement de passer par un intermédiaire comme Japon Brand par exemple pour les aider dans les démarches, mais à la base quand tu pars sur un jeu à 50 exemplaires qui risque d'être vendu en 10 minutes, t'as aucune chance qu'un éditeur étranger puisse le choper et qu'il puisse y jouer et puisse revenir vers toi avec un contrat pour te proposer l'opportunité d'être édité en grande quantité partout dans le monde. Donc la démarche c'est pas la même en fait. La démarche c'est vraiment de créer un jeu seul ou entre amis, l'éditer à ses propres frais et le vendre soi-même et profiter
de ce moment-là, en fait, de cette expérience qui amène un plaisir immédiat et sans forcément penser à une édition probable ou possible dans d'autres pays. Ok. Et du coup, la transition, merci pour la transition. Du coup, tout ce qui est autres acteurs du marché, les boutiques, les distributeurs, tout ça, est-ce que ils sont eux-mêmes présents? Est-ce qu'ils ont un fonctionnement qui est différent de ce qu'on peut voir en Europe? Est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées jeux comme on peut le voir en France par exemple, ou est-ce que c'est complètement mixé avec d'autres choses? Alors en fait, il y a surtout des boutiques spécialisées. C'est-à-dire que depuis 1 ou 2 ans, on va dire que le jeu commence à rentrer dans des chaînes de magasins plus grandes. Mais jusqu'à très récemment, c'était vraiment des toutes petites boutiques très très spécialisées sur le jeu de société. J'ai quelques exemples en tête, mais il y a des boutiques qui faisaient principalement de l'import uniquement et qui traduisaient, donc comme je le disais tout à l'heure, les règles eux-mêmes entre collègues de la boutique, depuis l'allemand, depuis le français, depuis l'anglais, en s'aidant d'outils de traduction automatique. Il y a maintenant des boutiques qui font des partenariats avec des éditeurs connus, notamment des éditeurs allemands pour les jeux pour enfants, comme ça ils ont leur version japonaise imprimée en même temps que les versions allemandes ou françaises ou autres. Disons qu'il y a plusieurs types d'acteurs depuis quelque temps, parce qu'il y a pas mal de métamorphoses et de transformations de l'accès aux jeux de société. Mais on reste quand même sur on va dire 2 types d'acteurs, les boutiques très spécialisées et certaines boutiques qui vendent un peu de tout, qui essayent de créer des rayons, des mini-rayons de jeux de société qui pourraient éventuellement marcher et leur amener un peu plus de thunes, quoi. Et tout ce qui est fabrication, alors pas pour les localisations, mais pour les jeux japonais, est-ce qu'il y a un côté création en interne, dans le sens on va faire appel à des usines et des fabricants japonais pour faire le truc? Parce que le tout étant une île, j'imagine que du coup dès que tu vas les chercher en dehors, ça va coûter très cher. Est-ce que du coup il y a une facilité, peut-être plus facilité avec le Japon, la Chine pardon, sur le côté fabrication de masse ou ce genre de choses? Ou est-ce qu'il n'y a pas assez de masse pour ça? Bah là aussi c'est quelque chose qui change un peu, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, les auteurs amateurs, j'entends, ne faisaient fabriquer qu'au Japon. Parce qu'il y a quand même pas mal d'usines qui sont sinon spécialisées dans le jeu de société du game market, ils consacrent une bonne partie de leur énergie. Mais depuis quelques temps, il y a les auteurs qui sont bien installés commencent à faire imprimer leurs jeux beaucoup à Taïwan. Certains en Chine aussi, mais principalement je dirais à Taïwan, avec des tirages qui commencent à 500 exemplaires. Donc les auteurs et autrices qui sont capables de vendre ce type de tirage, il y en a au Japon, ont tendance maintenant à ne plus fabriquer au Japon. Il y a des influenceurs enfin, je veux dire typique japonais, ou est-ce qu'il y a un côté américain qui arrive quand même à s'introduire sur le côté influence japonaise? Alors les influenceurs, oui, il y a pas mal d'influenceurs notamment sur YouTube. Il y en a quelques-uns il y a des chroniqueurs qui sont assez connus sur YouTube. Il y a aussi pas mal de gens sur Twitter qui font pas mal de publicité pour le jeu de société japonais. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait l'effervescence qu'on peut avoir en France depuis quelque temps. En France, il y a une multiplication du nombre de reviewers, de chroniqueurs, d'influenceurs qui est assez énorme depuis quelque temps. Et ici, on n'a pas cette explosion, mais on commence à voir quelques jeux qui touchent des youtubeurs qui ont un gros public. J'ai dit un vrai public, c'est hyper pas sympa pour les gens qui ont des petites audiences, mais il commence à y avoir quelques youtubeurs qui commencent qui proposent des jeux de société japonais ou autres. Et on voit qu'il y a une explosion des ventes sur certains titres qui sont dus en fait à l'influence de ces youtubeurs, quoi. Ouais, c'est intéressant quand même qu'il y ait. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le marché pour moi, je le visualise tellement et sûrement bêtement à un truc tout petit que j'ai du mal à comprendre le côté influence là-dedans aussi sur ce genre de choses. C'est assez affolant. T'en penses quoi, toi, Théo? Comment tu vois le truc, toi? Il y a vraiment ce truc de plus t'es sur une niche et en même temps plus les influenceurs et les influenceuses vont avoir un impact qui est important. S'il y a
si il y a peu de personnes qui parlent de ton média, bah, tu vas t'intéresser à ce peu de personnes-là, et donc bah, tu n'auras pas beaucoup de sons de cloche différents, et donc ça sera plus facile d'être influencé. Ce qui n'est pas une très belle phrase, plus facile d'être influencé, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, ce que je trouve étonnant aussi vis-à-vis de la scène japonaise, c'est un peu l'influence qu'il peut y avoir, et je serais curieux de savoir de l'autre côté comment ça se passe aussi. À la fois, nous, comment on peut être des fois influencé par une certaine hype portée par des influenceurs français ou du moins francophones ou anglophones autour de jeux japonais qui parfois ont l'air obscurs et qu'on n'arrive pas à récupérer. Je pense notamment à quand les jeux Home Games ont commencé à faire parler d'eux. Il y avait vraiment un côté un peu oh regarde, il y a machin, il a parlé d'un jeu japonais là avec des sous-marins, personne le connaît, c'est dur à avoir mais c'est vraiment génial, tu peux les récupérer à SN, c'est vraiment super, il faut que tu te penches dessus, en plus ça vient du Japon, c'est super collector. Il y a vraiment une hype à ce niveau-là, dont on parlera peut-être un peu plus en détail plus tard, mais je suis aussi curieux de est-ce que si je sais pas, Tom Vassell, pour parler d'un influenceur qui a un impact vraiment majeur sur les marchés aussi internationaux, fait une vidéo disant oh, j'ai joué à Paléo, c'est mon jeu préféré de l'année, trop bien, achetez-le. Est-ce que ça va toucher aussi le public japonais, ou est-ce que au final pas spécialement? Alors le rapport des Japonais avec les plateformes anglophones sur le jeu de société est assez compliqué. Board Game Geek, tout le monde connaît, personne ne l'utilise. De même que les gros influenceurs, comme tu disais, Tom Vassell, Dice Tower, même les Anglais de Shut Up and Sit Down, etc., qui ont des gros publics, sont pas forcément vus, regardés, compris par les gens de la création japonaise. Même si certains et certaines ont compris qu'en envoyant un exemplaire du jeu, ça pouvait éventuellement donner un peu de lumière sur leur création. Mais là encore, on parle de gens qui ont déjà en fait accès aux maisons d'édition étrangères. Je pense que le rapport des Japonais et des Japonaises avec ce qui se passe à l'étranger est toujours un peu compliqué quand même. Il va y avoir forcément des gens qui vont prouver le contraire de ce que je dis, mais quand je regarde les jeux enregistrés du Game Market sur Board Game Geek, parce qu'il y a des anglophones qui vraiment dynamiques, qui essayent de faire enregistrer tous les jeux du Game Market sur Board Game Geek, qui est une mission complètement folle, on se rend compte qu'en fait dans les critiques et dans les notes qui sont attribuées, les commentaires qui sont attribués, il y a très peu de soutien de la part des joueurs japonais, des joueurs et joueuses japonaises, et du coup on se retrouve avec des jeux japonais qui sont complètement inconnus de l'étranger, et qui ont 3 notes, parce qu'il y a 3 membres de Board Game Geek qui ont fait la démarche d'aller l'acheter au Japon et d'y jouer et de commenter le jeu. Et donc on se retrouve avec des jeux qui n'ont même pas de notes minimales en fait sur Board Game Geek. Ils ont des centaines et des centaines de jeux comme ça du Game Market qui existent sur Board Game Geek, mais qui n'existent pas parce que c'est presque des fiches fantômes en fait, parce que personne n'y accède. Et c'est en partie quelque chose qui m'embête un peu de la part des passionnés au Japon, c'est ce manque d'intérêt pour ce qui peut se passer sur Board Game Geek et sur ce que ça pourrait éventuellement donner pour promouvoir le jeu japonais à l'étranger. Parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde a à cœur ici, c'est de faire la promotion du jeu japonais à l'étranger, qui est toujours un peu perçu ici comme quelque chose de local. Et malgré tout, quand on donne les outils pour le faire, il y a l'appréhension d'aborder un site en anglais, il y a le fait de ne pas avoir confiance dans ses capacités à écrire un commentaire en anglais ou à noter un jeu japonais, et c'est quelque chose une situation que je trouve un peu dommage, que je trouve un peu triste et compliqué en fait à résoudre au jour d'aujourd'hui. Ah, j'ai fait utiliser l'expression que je déteste le plus dans le monde. Attention. On a parlé un peu des éditeurs internationaux, sur le fait que le Japon avait quand même plus de choix que ce qu'on pouvait pas avoir en France par rapport à la localisation des jeux dans les jeux internationaux. Mais est-ce que en termes d'éditeurs internationaux installés au Japon, est-ce que c'est courant? J'imagine, est-ce qu'il y a un Asmodée Japon par exemple? Est-ce qu'il y a un Yellow Japon? Je sais que Yellow a pas mal de connexions, dans le sens, j'ai l'impression qu'ils sont
assez facilement présents pour ressortir des jeux japonais pour les présenter. On avait eu Little Town, je crois, l'année dernière au Fige, qui avait été dans les nommés. Mais est-ce que du coup, l'installation des gros éditeurs, est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est difficile? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'Asmodée Japon, en tout cas pas encore. Il n'y a pas non plus d'éditeurs francophones installés de façon... Il n'y a pas vraiment de grandes maisons d'édition, qu'elles soient francophones ou américaines d'ailleurs, ou d'ailleurs installées au Japon. Par contre, il y a de nombreux, et de plus en plus d'ailleurs, d'éditeurs venus du monde entier qui s'intéressent au game market et aux jeux japonais. Et je dois dire quand même que les éditeurs francophones sont très très présents sur les game markets. Mais les pionniers... je dirais que les pionniers étaient des Français et des Américains. Pour les Américains, c'est AEG, clairement, qui a notamment publié Love Letter pour la première fois à l'étranger. Et puis pour les Français, je dirais que c'est Monster Games et puis Cocktail Games, quoi. C'était vraiment les premiers à venir visiter les game markets de façon régulière, avec en tête l'idée de trouver des jeux qui pourraient éventuellement entrer dans leur catalogue. Donc il y avait déjà cet intérêt pour la création japonaise qui était encore très 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 méconnue à ce moment-là. Mais aujourd'hui, au game market, si on intègre toutes les maisons d'édition qui sont présentes, on a des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, beaucoup des États-Unis, beaucoup d'Europe. On a Kickstarter qui essaie de s'installer un peu comme des bourrins ici. On a vraiment des gens venus de partout et qui viennent ici comme on viendrait chercher de l'or pendant la ruée vers l'or, quoi. Il y a ce côté un peu encore aujourd'hui d'Eldorado des auteurs japonais et de la création japonaise plutôt. Et même si beaucoup reviennent bredouille, les gens viennent quand même malgré tout à chaque édition du Game Market pour voir s'il n'y a pas le jeu qui va tout exploser comme a pu le faire Love Letter quand il est sorti, ou Imagine en France par exemple. Il y en a eu pas mal en même temps, ça s'explique assez bien, je pense, cette volonté de ruer vers l'or. Et moi-même, je suis allé au Tokyo Game Market une fois pour Repos Production quand je travaillais pour eux. Effectivement, dans cette logique d'essayer de trouver des jeux qu'on aurait pu localiser. En fait, quand on voit le succès d'un Love Letter, d'un Imagine, mais aussi même d'un Tie Bomb, d'un Little Town, ça montre que cette création, un peu, je pense, parce que ce que t'évoquais, elle est un peu en dehors des codes, en fait. Je pense que on en avait parlé un peu pendant une émission, mais je pense que quand Seiji Kanai il travaille sur Love Letter, c'est quelque chose qu'un auteur ou une autrice plus installée dans le milieu européen aurait peut-être pas forcément eu le réflexe. Il y a un truc tellement bizarre en fait dans le propos de base de se dire je vais faire un jeu extraordinaire avec 16 cartes, qui je pense qu'il fallait être un peu en dehors des sphères de la création classique, et je pense que cette créativité elle amène effectivement potentiellement des pépites, quoi, des jeux tellement originaux, tellement incroyables, que c'est intéressant et que ça fait rêver pour les éditeurs de se dire je vais y aller et puis je vais trouver mon Love Letter et puis bam, je vais avoir ce bouleversement sur le milieu, sur le marché, et je vais vendre plein de boîtes, donc ça vaut le coup d'y aller. Même si en pratique, moi d'expérience, c'est très très dur le Tokyo Game Market pour un éditeur, et tu parlais du fait que AEG, Cocktail, Monster sont des gens qui viennent depuis longtemps. Et je pense que ça compte vraiment, parce que sur ce décalage de la place de la scène européenne dans les autres marchés, moi quand je suis arrivé, et un peu fièrement en disant salut, je suis Théo Rivière de Repos Production, globalement, la plupart des auteurs et des autrices, ils savaient pas trop ce qu'était Repos Production, ils s'en fichaient un peu, quoi. Là où sur un salon comme Essen, forcément, quand j'arrivais sur un stand et que j'évoquais le fait que j'étais de Repos Production, par la taille de la structure et puis les jeux qui ont bien fonctionné, j'avais une petite aura assez automatique. Et aussi parce qu'il y a un besoin, je pense, pour cette scène-là, parce que le côté amateur lui donne aussi beaucoup de sincérité, d'avoir une petite connaissance des gens, sans forcément se dire il faut que je sois pote avec toute la scène amatrice pour que les gens ils me confient leur bébé derrière, mais il y a un côté de
quelqu'un comme Moonster ou comme Cocktail, le fait qu'ils soient revenus régulièrement, qu'au fur et à mesure les organisateurs de Tokyo Game Market ils aient un peu identifié qui c'était, etc. Ils ont gagné au fur et à mesure en confiance, et je pense que ça les a aidés aussi derrière à avoir des contacts facilités, parce qu'ils avaient de l'expérience en fait, tout bonnement. Ouais, c'est clair que le point que tu soulignes là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que par exemple AEG qui a été un des premiers en fait à prendre le risque de publier un jeu japonais, notamment Love Letter. Ils ont fait Trains aussi, qui est aussi un autre jeu d'un auteur Japon Brand. Ça crée des liens en fait qui sont presque indélébiles. C'est-à-dire que comme si je prends le cas de Japon Brand qui représente des auteurs ou des autrices japonais et japonaises, ils ont un rapport de confiance qui se crée une fois qu'on a prouvé qu'on était quelqu'un digne de confiance. Et du coup, quand AEG prend Love Letter et Trains et en fait des succès éditoriaux, pour Japon Brand, ça devient un partenaire parfait. C'est-à-dire que ça va devenir un partenaire vraiment, comment dirais-je, je trouve pas le mot. Ils vont d'abord penser en fait à ce partenaire pour proposer n'importe quel bon jeu qui pourrait éventuellement privilégier ce partenaire avant n'importe quel autre. Et même si les conditions sont peut-être pas meilleures qu'un autre éditeur, ils vont d'abord travailler avec cet éditeur-là parce que ils travaillent beaucoup sur la confiance. Et arriver avec ses gros souliers, comme Théo l'a fait, moi je suis Monsieur Repos Productions. Alors s'il avait dit « Bonjour, je m'appelle Théo, je suis Monsieur Seven Wonders », vous connaissez Antoine Boza, là il aurait signé 50 jeux dans la journée, mais... Raté. Mais disons qu'il y a des mots qui n'évoquent rien, et c'est vrai que le nom Repos Productions n'évoque rien pour les Japonais, alors que si on leur dit, vous savez, l'éditeur qui a fait Seven Wonders, là d'un seul coup t'as des éclats de lumière dans les yeux des auteurs et des autrices qui vont te proposer tous leurs jeux des 5 dernières années. C'est il y a des mots magiques à utiliser, et il y a aussi surtout des liens de confiance à créer, et le fait de revenir régulièrement, de montrer qu'on est là et qu'on suit ce qui se passe dans la création japonaise, ça influe beaucoup en fait sur les relations qu'on va pouvoir avoir avec les auteurs et les autrices. Effectivement, on le voit sur AEG, hein, et après on passera sur cette question-là, mais AEG a des relations qui sont très très fortes, et ils le rendent bien d'une certaine manière, puisque derrière ils ont édité beaucoup de jeux japonais, pas que des jeux à succès. Ils ont même une collection, une ligne dans leur catalogue qui s'appelle Big in Japan, qui est uniquement consacrée à de la localisation de jeux qui ont fonctionné sur le marché japonais et par des auteurs ou des autrices japonais. Et c'est en même temps je fais encore mon grand naïf, mais vous avez l'habitude. Je trouve ça assez beau, cette espèce de relation de confiance dans les deux sens et de gagnant-gagnant, quoi. Il y a un truc assez joli dans ce que ça raconte, et je suis pas touché, mais je trouve que c'est une belle chose quand tu dis que il y a des auteurs, des autrices qui vont privilégier de travailler avec AEG parce qu'ils ont créé ce rapport de confiance, même si leurs conditions sont un peu moins bonnes que quelqu'un qu'ils connaissent pas, parce qu'ils se disent non, AEG c'est presque des potes, je vais retourner avec eux, quoi, ça vaut le coup. C'est plutôt pas mal dans ce que ça raconte, je trouve. Oui, surtout qu'ils ont permis quand même la découverte d'auteurs qui aujourd'hui en vivent et qui sont reconnus un peu partout dans le monde. Je pense à Seiji Kanai, mais au-delà de Seiji Kanai, il y a quand même Hisashi Hayashi qui a fait notamment Yokorama, qui est un des jeux qui a fait le plus parler de lui, je pense, qui est un auteur, Trains aussi, qui a fait un carton aux États-Unis. Je sais pas si c'est la même chose pour l'Europe, mais c'est vraiment l'éditeur américain AEG a lancé en fait des auteurs japonais et les a mis sur la scène internationale en tant qu'auteurs qui ont un nom. Et c'est pas facile pour des Américains ou des Européens de se souvenir de noms d'auteurs japonais. Franchement, moi je le vis au quotidien quand j'entends des fois les gens prononcer les noms d'auteurs ou d'autrices japonaises, ou de pas se souvenir en fait des auteurs, alors c'est quelque chose qui n'arriverait pas chez les vrais passionnés de jeux de société, de ne pas se souvenir du nom de Bruno Catala ou d'Antoine ou même de Théo sur un jeu. Ça arrive très régulièrement sur le jeu japonais, et AEG a réussi en fait à installer ces noms d'auteurs qui étaient complètement inconnus pendant très longtemps sur le marché américain, et c'est quand même un beau challenge, je trouve.
Mais j'allais dire, en fait, pour rebondir sur ces vidéos, effectivement, on est encore un peu, ce qu'on dit à chaque épisode, dans l'humain, en fait, vraiment dans la relation humaine pure et dure, et le plaisir encore d'avoir ce petit pas vrai contact entre guillemets avec les gens, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Japon Brand, pour le dire un peu françaisement, parce que quand je regarde, j'ai l'impression que ça fait un peu comme la cafette dont parle Théo régulièrement, mais c'est pas exactement ça. Ah non, c'est très différent. Déjà, ils ont pas de cafetière. Oui, j'ai cafette, je pensais cafetière, moi, souvent. Ouais, cafette, ça marche, hein, c'est joli, hein, ça fait un beau diminutif. On a tendance à dire plus la caf, mais cafette, ça sonne bien aussi. En fait, je voulais dire la machine à café, j'ai dit de la merde, je suis désolé. Non, en fait, la démarche est très différente, la structure est très différente aussi. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à la cafetière, il y a quelques auteurs un peu connus qui se réunissent pour faire des jeux. Mais Japon Brand, en fait, c'est avant tout c'était à l'origine une association, ça l'est plus aujourd'hui, c'est une entreprise aujourd'hui, mais qui représente des auteurs et des autrices japonaises qui leur demandent de les représenter à l'étranger. Donc, à savoir que, on va dire, une chose qui arrive assez régulièrement ces temps-ci, c'est que l'éditeur Simone, je sais pas comment on dit Simone en français ou Common, vous dites quoi en... On dit Simone, je crois. Ah ouais, moi je dis Common, mais du coup, C'est vrai. Moi, j'avoue que je reprends comme ils le disent dans leur vidéo Kickstarter. Ah bah alors, tu as sûrement raison. Bon, je vais partir sur Simone, ça fera peut-être ça fait un peu trop en voiture Simone, quoi. Oui, donc l'éditeur Simone, qui en fait vient régulièrement désormais depuis quelques années au Game Market, et en fait demande à ce que les auteurs ou autrices qui ont des jeux qui les intéresseraient passent par Japon Brand. Parce que ça permet de faciliter en fait toutes les démarches. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à communiquer avec un auteur ou une autrice qui parlerait pas anglais, qui comprendrait pas les contrats, qui comprendrait pas les conditions, qui saurait pas comment ça fonctionne, qui aurait pas confiance. Et le fait de passer par Japon Brand, en fait, ça permet de retirer toutes ces inquiétudes, ces angoisses que peuvent avoir des amateurs qui n'ont jamais été en contact avec le milieu professionnel du jeu de société. Et en fait, ils servent de sinon d'agents, en tout cas de représentants d'auteurs ou d'autrices qui leur demanderaient de les représenter, ou alors d'agents pour les éditeurs étrangers qui ne voudraient pas passer par des contraintes des contraintes linguistiques ou des contraintes de relations humaines compliquées, et du coup ils passent directement par Japon Brand pour faciliter tout le processus, parce que culturellement, dans les interactions sociales, dans la façon d'envoyer un mail, de communiquer avec les Japonais et les Japonaises, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour beaucoup d'éditeurs étrangers. Mais ce qui paraît un peu cohérent, en fait, c'est faciliter juste la communication et l'échange avec les auteurs et l'extérieur, entre guillemets, quoi. C'est ça, et puis permettre d'enlever, comme je disais, toutes ces inquiétudes que pourraient avoir les auteurs et autrices japonais et japonaises, quoi. Et Japon Brand, je pense, est surtout aussi très connu parce qu'ils sont toujours à Essen, et ils viennent mettre un peu de Japon à Essen dans la façon dont ils représentent le jeu japonais là-bas, dans la façon dont les auteurs en fait participent tous au voyage, enfin tous, une grande partie en tout cas, ils vont vendre leur jeu comme ils le font au Game Market. Donc c'est en fait une petite zone Game Market intégrée dans SN. Du coup, on a pas mal parlé de la perception des auteurs et des autrices japonais par rapport aux éditeurs internationaux, et puis quelle était leur volonté éventuellement de signature et de travailler avec eux. Est-ce que toi, ta connaissance, et après je raconterai un peu mon expérience sur ça, du phénomène un peu inverse, il y a quelques éditeurs japonais qui sont quand même installés, on peut penser à On Games qu'on a déjà un peu évoqué. Est-ce que tu as déjà vu des auteurs de jeux, je veux dire, à part moi, aller faire la démarche de contacter des éditeurs japonais en leur disant j'aime bien votre boulot, voilà ce que j'ai fait, j'aimerais bien vous présenter ce prototype. Est-ce que tu le vois un peu passer ou pas du tout? Non, je pense que c'est très très rare ça. Je pense que Oink Games est le premier à avoir publié un jeu d'un auteur non japonais. Je sais pas du tout comment leur rencontre s'est faite. Je sais que l'auteur Jean-Claude Pelin a signé Nine Tiles, et puis un Nine Tiles Panic, qui est une deuxième variation sur thème de ce jeu. Mais c'est le seul auteur non japonais
que je connais ayant signé un jeu ici. Il y a aussi Rainer Knizia chez Wonk où ils ont réédité. Alors oui, Queens, hein, c'est vrai. Alors Rainer Knizia, c'est un cas à part parce que c'est un dieu vivant ici pour les autres, pour les joueurs et joueuses. Ici aussi. Oui, mais tous ces jeux en fait sont re-signés à l'envi dans des versions toutes plus improbables les unes que les autres. À part Rainer Knizia qui est capable de vendre tous ses jeux en divisant les droits de ses jeux en 175 pays, je pense que Jean-Claude Pelin est peut-être le seul représentant en fait. Je sais que Théo, moi je t'avais accompagné pour présenter un de tes prototypes à Honk Games, mais tu dois être l'un des rares auteurs, même si vous l'aviez fait aussi avec... je sais pas si je peux aborder le sujet, mais... Si, tu peux le dire, c'est pas un secret. Même si vous l'aviez fait aussi avec un jeu de la cafetière, vous faites partie des rares, en fait. Mais je pense que c'est aussi parce que vous avez accès au game market, que vous êtes des auteurs qui connaissaient le game market et qui ont des noms qui ont une résonance auprès de Honk Games. J'imagine très très mal un Jean-Claude No Name, comme tu les appelles, un inconnu total qui viendrait présenter un prototype à Honk Games. Ça me semble complètement improbable, quoi. Ouais. Même si les auteurs japonais et les autrices japonaises le font. C'est-à-dire qu'il y a des démarches de certains auteurs-autrices qui vont voir Honk Games, qui leur présentent des prototypes, et si le jeu plaît, il est publié comme mon pote Masato Uesugi qui a signé très récemment Dolian, qui vient de sortir d'ailleurs en français si je dis pas de bêtises. Mais, Ah, c'est lui. Ça a l'air bien sûr. Ça m'a donné envie. C'est très très bien. Tous ces jeux sont très très bien. Je me rends compte qu'on a dit juste une bêtise parce mais c'est un cas très particulier qu'on peut un peu raconter parce que l'anecdote est belle, sans rentrer trop dans les détails pour pas que cette émission dure 50 heures. Mais dans les auteurs français, francophones, parce que Jean-Claude Pelin est luxembourgeois, je crois, qui a signé chez Onx, on a aussi Antoine Boza, avec ce phénomène un peu étrange où quand j'étais encore chez Yellow, on a localisé et donc on a retravaillé l'édition d'un jeu Onx qui s'appelait Dungeon of Mandom, qui est devenu Welcome to the Dungeon, et par la suite, Yellow a voulu faire une suite à Welcome to the Dungeon, qui est devenu Welcome Back to the Dungeon, sur lequel Antoine a travaillé avec Masato, et c'est repassé dans l'autre sens, puisque Welcome Back a été amené derrière sur le marché japonais par Honk, dans une version qui s'appelle Dungeon of Mandom 8, et donc on a Antoine, mais par un espèce de concours de circonstances un peu particulier, puisque c'est pas lui qui a proposé le prototype directement à Honk, ça s'est passé en passant par Yellow pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est Masato a présenté en fait Welcome Back to the Dungeon à Jun Sasaki, qui a trouvé le jeu sympa et qui a du coup reproposé à Masato de re-signer un contrat avec lui pour le jeu, donc réimporter en fait son jeu, enfin l'extension de son jeu au Japon. Et d'ailleurs la version qu'a faite Honk de cette extension est juste magnifique, mais très 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 belle édition, ouais. Mais c'est vrai, j'ai oublié ça. J'ai honte. On arrive sur la fin de cette grosse première partie. Est-ce qu'il y a une hype pour les jeux japonais comme ça existe dans le jeu vidéo, dans le monde, ou est-ce que c'est trop restreint encore ? Je dirais personnellement, pour suivre des gens sur Board Game Geek, et il y en a même en France d'ailleurs, je pense, en France et en francophonie, il y a quand même un public, certes de niche, mais qui s'intéresse de façon très importante, voire extrême aux jeux de société japonais. Notamment, je sais pas comment expliquer ça, mais notamment pour certains types de jeux comme les jeux de pli, qu'on appelle les trick-taking games ici, qui est un genre qui a beaucoup de succès au Japon et qui du coup a une création qui est très très importante, mais il y a vraiment des amateurs des jeux du game market et qui font des pieds et des mains pour se procurer un maximum de jeux quand ils le peuvent. Et beaucoup d'anglophones, mais aussi des francophones qui sont d'ailleurs assez actifs sur Twitter, qui essayent de faire découvrir le jeu japonais en français. Il y a vraiment
une niche assez dynamique qui s'intéresse à ce type, à ce marché qui est quand même encore aujourd'hui méconnu, même si on retrouve de plus en plus de jeux japonais publiés à l'étranger. Non, on va passer un peu sur tes créations de jeux avec Lana, pour discuter un peu de ça avant d'en finir. Toi, l'idée de faire un duo avec ta fille pour faire des jeux, mais ne serait-ce que de la présentation de jeux déjà en vidéo, c'est né un peu comment ? Alors la première, le point de départ, ça a été je me souviens une connaissance, un petit éditeur, un micro-éditeur, j'appellerais, qui m'avait dit un jour. Quand j'avais dit que j'étais fatigué d'avoir fait la traduction pour un éditeur, je pense que ça devait être Cocktail ou Monster, je me souviens plus exactement, mais j'étais venu le voir en lui disant j'étais épuisé d'avoir fait la traduction toute la journée, et il m'avait dit mais attends, mais t'es pas fatigué, viens de notre côté, tu verras comment c'est. Et je l'ai pris au mot, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est vrai que c'est pas bête, il faudrait peut-être que je vois comment ça se passe de l'autre côté. Parce que au final, moi j'étais juste visiteur. En plus, j'avais la chance d'avoir un pass presse quand j'étais sur mon blog. Donc du coup, je pouvais rentrer sans faire la queue pendant 3 heures à 5 heures du matin pour rentrer dans le game market. Donc du coup, j'avais cet accès privilégié au game market. Et à partir de là, je me suis dit, bon bah, on verra comment ça se passe, et si j'ai l'occasion, j'essaierai de faire un jeu comme le font les Japonais. Et quelques temps plus tard, en fait, il y a Antoine Boza et Corentin Lebras qui ont eu l'idée de faire un jeu pour le Game Market, et ça a été ma première expérience, c'est-à-dire que je les ai aidés à trouver un illustrateur, à trouver comment réaliser leur jeu en termes de matériel, de fabrication, etc. au Japon. Et ça a été la première expérience, la première étape qui m'a permis de voir déjà un peu l'envers du décor, donc comment trouver des gens pour faire les installations des jeux, pour les expliquer, comment vendre le jeu, à quel prix, comment le faire fabriquer, toutes ces questions-là qui ont été assez passionnantes à découvrir et pour lesquelles il a fallu un peu de travail pour trouver des solutions. Et ensuite, Lana a commencé en fait à avoir des idées de jeux. Je pense que elle a toujours un peu cette envie de créer des choses. Au début, elle imitait des jeux qu'elle aimait bien. Elle a dû imiter 25 jeux à bas qu'elle a refait avec des feuilles de papier, du scotch, enfin des choses complètement improbables. Et petit à petit, elle a commencé à avoir des idées qui étaient un peu plus originales, qui lui étaient propres. Et ça a été l'idée de notre premier jeu, Oboenasa Ikoro, qui était un jeu de mémoire. Et le point de départ, c'était pour elle de trouver un jeu qui pourrait être gagné plus souvent par les enfants que par leurs parents. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur la mécanique de mémoire, et elle a eu quelques petites idées comme ça qu'on a essayé de mettre de faire tourner ensemble, et avec les retours notamment de Masato Uesugi qui est un très bon ami, on est arrivé à un jeu qui commençait à bien fonctionner, et en reprenant en fait toutes les personnes que j'avais contactées pour le jeu qu'avaient fait Antoine et Corentin, qui s'appelait Gaijin Dash à l'époque, j'avais déjà en fait une première... des contacts qui me permettaient de commencer à envisager la fabrication du jeu et la vente du jeu sur le Game Market. Et à partir de là, je me suis renseigné pour savoir comment s'inscrire au Game Market, comment payer pour la fabrication, combien ça coûtait, parce que sur le jeu de Corentin et Antoine, évidemment, c'est eux qui payaient, donc pour moi, c'était plus cool de ce côté-là. Et puis, quels étaient les enjeux financiers, combien on pouvait se permettre de perdre sur la création du premier jeu, comment Lana allait réagir pendant le Game Market, parce qu'elle était encore petite, elle avait entre 7 et 8 ans quand elle a vendu son premier jeu elle-même, donc passer 7 ou 8 heures à faire de la démo de jeu avec des adultes toute la journée dans un brouhaha où il y a 10 000 personnes dans les allées, c'était une expérience un peu éprouvante pour elle, mais qu'elle a adoré, donc du coup on a décidé de reconduire l'expérience, et on part toujours en fait d'idées mécaniques qui lui viennent, ou d'idées thématiques qui lui viennent, et on travaille à partir de ses idées à elle, quoi. Fou. Voilà. Complètement dingue en fait comme histoire. Comment vous travaillez comment vous les protos, du coup vous les faites entre vous, vous avez des amis, vous avez un cercle d'amis pour tester? Ouais, en fait on travaille beaucoup avec des auteurs qu'on connaît ici. Et puis on a aussi des journées playtest qui sont organisées dans la région où on habite, où en fait se retrouvent tous
tous les auteurs et toutes les autrices que je connais bien, qui sont au game market régulièrement, qui ont des jeux édités à l'étranger, et du coup ça permet d'avoir des retours qui sont assez constructifs, parfois douloureux, mais qui sont nécessaires, et du coup à partir de là on retravaille les jeux, mais je dois dire que l'apport de Masato et de son épouse, qui est aussi, parce que les jeux sont signés Masato, mais son épouse a un impact sur la création de Masato qui est assez folle. Leurs retours en fait sont hyper importants et nous ont permis de vraiment faire des jeux qui étaient beaucoup plus aboutis que ce qu'on aurait pu faire si on avait seulement travaillé à deux, et puis après l'expérience vient petit à petit. Ça m'arrive de poser des questions à Théo aussi, notamment. Je sais pas si Théo tu acceptes de parler de ça, mais si, bien sûr, avec plaisir. C'est ce genre de... Comment dirais-je, on a la chance en fait d'être très très bien entouré et d'avoir des gens qui sont très très sympathiques et qui voient la création comme quelque chose comment dirais-je, qui est avant tout une passion créative au-delà d'être un prospect marketing, on va dire. On n'a jamais eu ce rapport à la création, surtout Lana, je veux dire, à 7 ans, elle vend un jeu à 12 balles, elle sait même pas ce que ça veut dire, mais elle est juste contente d'avoir eu 12 balles d'un seul coup, et puis elle est prête à aller faire une nouvelle démonstration de son jeu, et sans même penser à ce que le jeu a demandé en termes financiers, ça lui vient même pas à l'esprit, en fait. Pour elle, ce qui est drôle, c'est l'aventure humaine de présenter son jeu, de le vendre en direct, et en fait, tout ce qui fait la très très grande motivation du game market, c'est ça en fait, le cœur du game market, c'est de pouvoir être au cœur de l'intégralité de la création jusqu'à la vente et la rencontre avec les gens qui vont jouer à vos jeux, quoi. Et c'est ça qui est le plus important, quoi. Encore une fois, on est sur l'expérience pure de création et le ressenti qu'on a, c'est d'autant plus fort, en fait, effectivement, j'imagine, avec Lana qui doit être complètement plongée dans un esprit enfantin, créatif, fort, en fait. Ça va être fou, en fait, comme moment. Ouais, bah je sais pas comment elle le vit. Je pense que elle le vit bien. Hein. Je sais pas quelle est ce qu'elle ressent par rapport à ça. Je sais que créer des jeux de société, c'est devenu une passion pour elle. Elle y consacre pas mal de temps. Elle a souvent des idées brutes qu'elle essaye de reproduire, de matérialiser très rapidement avec des morceaux de papier, du scotch, des trucs. En termes de matériel, elle nous fait des trucs qui sont complètement improbables. Elle écrit les règles en 5 minutes. Elle essaye de faire tout le processus avant même de présenter ses jeux. Alors, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais globalement, c'est le fait de l'avoir, en fait, consacré de l'énergie et du temps à cette création, et puis de voir à quel point ça l'a touché personnellement de pas pouvoir vendre son 3e jeu elle-même parce que le game market avait été annulé. Ça lui a fait un petit coup au moral qui était assez marqué. Ouais, ça l'a vraiment beaucoup attristé. Ça l'a rassuré de voir que son jeu s'était vendu très très vite, mais malgré tout, le fait qu'elle ait pas pu participer de l'expérience jusqu'au bout, c'est quelque chose dont elle parle encore assez régulièrement, et elle a vraiment hâte en fait de participer à un nouveau game market. On sait pas quand on pourra le faire, mais parce que je préfère ne pas l'emmener avec les conditions sanitaires actuelles, mais c'est vraiment une expérience qui lui manque beaucoup, je pense. J'imagine. Vous avez encore des projets en cours. Tu dis qu'elle a plein d'idées de création et ce genre de choses. Vous avez des projets là qui sont imminents ou qui débouchent. Tu parlais de Théo, donc je me dis peut-être que. Oui, bah on a quelques quelques protos dans les cartons, mais c'est vrai que là pour l'instant, sachant que les game markets qui sont désormais maintenus, enfin qui sont de nouveau en fait ouverts, enfin organisés, mais dans des conditions très très particulières, avec un nombre de visiteurs limité, avec un public qui est très différent du public auquel on avait accès ces derniers temps, c'est-à-dire que les familles ne viennent pas sur les game markets dans les conditions actuelles, quoi. C'est vraiment les hardcore gamers qui veulent vraiment acheter leur jeu au game market qui viennent désormais. C'est moins le public des jeux de Lana, et
financièrement, le risque est décuplé parce que là, faire un jeu qui nous coûterait vraiment vraiment cher aujourd'hui, dans les conditions actuelles où le nombre de visiteurs est très limité, c'est un risque trop important pour nous en tant que micro-auto-éditeur. Pour ça, même, je veux dire, ça dépasse la passion là. Je veux dire, ça devient un risque financier. Ça vaut pas le coup de le prendre aujourd'hui. Autant attendre un petit peu, quoi. Même si ça lui demande de patienter, et de faire gaman, comme on dit au Japon. Est-ce que vous avez essayé de sortir du côté Game Market et du coup avoir soit vos jeux déjà édités ou les idées, les protos que vous avez déjà en tête là, essayer de les faire internationaliser ou les envoyer vers le marché francophone? Non, ça nous est même jamais vraiment venu à l'esprit. On reste sur cette démarche de Game Market. En plus, on estime qu'on fait des jeux de Game Market, donc on a besoin de ce contexte-là, et puis les jeux s'expliquent dans ce contexte. Après, là, le fait que le 3e ait été édité dans une version japonaise officielle, c'est sûr que ça change un peu la façon de voir les choses, mais la NAS, elle est tellement loin de ces préoccupations-là, quoi. Le fait que le jeu soit déjà édité au Japon, pour elle, c'est quelque chose qui était complètement inimaginable. Donc quand on parle d'un tirage professionnel d'un de ces jeux, ça la rend dingue, quoi. Mais elle va pas me dire bon papa, demain on va envoyer tous nos samples auteurs-autrices à tous les éditeurs francophones qui cartonnent, parce qu'il faut absolument qu'on se développe et qu'on ait un vrai nom sur le marché du jeu de société international. C'est tellement loin de ses préoccupations. C'est encore trop tôt. Ouais, c'est beaucoup trop tôt pour elle, et puis je pense que ça dépasse la démarche originelle. C'est-à-dire que nous, notre démarche, c'est pas celle-là, c'est pas... Comment dire, on n'a pas cette préoccupation d'un auteur ou d'une autrice francophone qui n'a pour seule possibilité d'avoir un jeu édité que de le présenter à un éditeur qui a pignon sur rue. Ici, le Game Market permet en fait à tout le monde de devenir éditeur, auteur, autrice, illustrateur, illustratrice. Même si on fait des bonhommes bâtons, tu peux illustrer un jeu, il y a pas de problème. Et c'est un truc qui est pas imaginable en Europe aujourd'hui. Non, il y a mon cerveau qui vagabonde là depuis que t'as ouvert cette parenthèse, Yannick, en me disant faudrait qu'on organise genre n'importe quelle ville en France Game Market où faudrait faire que de l'auto-édition, tout le monde joue le jeu, produit en petite quantité, chacun vient avec ses 50 boîtes, et parce que vraiment il y a je leur dis mais moi il y a un truc qui me rend presque envieux dans cette liberté créative et dans ce côté de créer pour créer, de pas forcément avoir les enjeux derrière la tête, et puis de faire des choses vraiment avec un propos et la volonté d'aller jusqu'au bout. C'est une démarche que je trouve vraiment superbe, donc ouais, peut-être qu'un jour j'essaierai, un peu comme tu le citais, Corentin et Antoine on pu se dire on fait un jeu pour le Tokyo Game Market pour vivre cette expérience. Je pense qu'un jour je sauterai le pas aussi et que j'essaierai d'aller de ce côté-là des tables de démonstration aussi. Ouais, et puis je pense que de leur côté ça a été une expérience assez incroyable et qui n'avait jamais vécu en fait, aussi connu soit-il en tant qu'auteur en Europe. Et ce qui est marrant, c'est cette démarche on fait un jeu sans attendre ni le succès ni un retour sur investissement, et parfois la liberté créatrice fait que t'as dû t'en rendre compte, Théo, il y a quand même aussi pas mal de jeux qui sont on va pas dire des plagiats, mais qui sont inspirés de jeux qui ont eu du succès, je veux dire des jeux inspirés d'Azul, des jeux inspirés de, je sais pas moi, de n'importe quelle licence qui a eu du succès dans le monde ces derniers mois, va être plus ou moins reproduit dans certains jeux du Game Market. On a des jeux qui sont 100 fois réimaginés de la même façon, avec les mêmes règles, juste quelques changements d'illustration, mais tout ça fait aussi partie du plaisir de chercher les jeux qui vont vraiment apporter quelque chose de nouveau, et puis c'est... Comment dire, je dirais même que ça fait même pas de dommage en fait aux éditeurs originaux, parce que je veux dire, le jeu est vendu à 20 exemplaires de toute façon. C'est vraiment... C'est une forme de DLC. Enfin, d'add-on. Ouais,
une version transformée, tu sais, comme on a pu voir les Love Letters qui ont été transformés en version Star Wars, en version Mon Petit Poney, enfin, toutes les versions imaginables. Et il y a la même chose au Japon où les gens vont reprendre un jeu qui existe et sans forcément s'en rendre compte, en fait, juste parce qu'ils ont été inspirés par cette mécanique qui leur reste en tête, reprendre des mécaniques qui existent, parce que l'idée c'est de faire leur jeu, et même si leur jeu est pas ultra original, c'est pas très grave, c'est du fun, donc on le fait entre potes, ah oui, ça ressemble à ça, mais comme les auteurs et autrices japonaises ont pas forcément une grande connaissance de comment fonctionne l'autorat, le rapport à l'objet, le rapport à la licence sur un jeu, ils se retrouvent parfois dans des schémas un peu limites tels que nous on les perçoit, mais le nombre d'exemplaires et le dommage que ça peut poser à un éditeur étranger est tellement minuscule que qui s'amuse quoi. Et le game market permet ce genre de choses, et ça c'est quand même ultra fun quoi. Fou, vraiment une expérience complètement différente de ce qu'on peut connaître. C'est affolant en fait de voir que ça existe et que c'est aussi c'est pas automatique, mais mince. Que ça vit par lui-même du coup et j'ai pas le terme autonome, merci. Donc c'est fou de voir que c'est assez autonome en soi, c'est complètement dingue en fait, c'est super intéressant. Est-ce que tu connais des auteurs comme on peut en avoir nous sur le marché francophone qui vivent de leur création ludique au Japon? Alors il y en a de plus en plus. Alors il y en a, on va dire, deux types. Il y a ceux qui sont les auteurs Japon Brand qui commencent à avoir un vrai nom, comme j'abordais tout à l'heure Hisashi Hayashi avec Yokohama notamment, mais qui ne veulent pas sortir de l'expérience game market, qui continuent de s'auto-éditer, tout en sachant que de nombreux éditeurs étrangers vont être intéressés par leur jeu, et avec de grandes chances que leur jeu soit publié à l'étranger. Et il y a des gens comme mon beau copain Masato Uesugi, qui lui maintenant est parti dans une nouvelle démarche. C'est-à-dire qu'il a décidé de travailler un peu comme le font les auteurs et autrices hors Japon. Il démarche directement les éditeurs avec ses prototypes, qui est quelque chose d'assez inédit ici. C'est un des rares auteurs à le faire. Alors, évidemment, il ne le fait qu'avec des éditeurs japonais. Attention, parce qu'il a pas encore trouvé le courage d'aller démarcher des éditeurs étrangers, même s'il a un lien avec Catch Up Games qui avait publié Paper Tales notamment. Donc, ils ont un peu leur statut de first pick, où ils ont le choix d'accepter ou de refuser un jeu de Masato. Mais c'est le premier auteur que je vois au Japon déjà quitter son boulot à temps plein pour vivre de la création, et aussi décider d'apporter un prototype et de le faire signer par un éditeur japonais, que ce soit Hobby Japan, que ce soit Arclight, que ce soit un autre éditeur comme N-Games, qui est un peu moins connu, et de se dire que il est possible aujourd'hui d'être un auteur professionnel au Japon et d'en vivre. Alors je sais pas dans quelle mesure il en vit bien, mais d'en vivre en signant des jeux avec Onk Games, avec Hobby Japan, avec Arclight, qui, ça je pourrais peut-être l'évoquer, mais qui ont des conditions pour les auteurs qui sont généralement bien meilleures que ce qu'on peut imaginer ou trouver parfois en Europe. Un exemple tout bête, je vais prendre l'exemple d'un éditeur que je connais, je vais pas le citer parce que je sais pas si j'ai le droit de le citer, mais un éditeur qui va par exemple payer la production, qui va payer les droits d'auteur à la production du jeu, et non pas après que le jeu soit vendu, et il n'y a pas de bilan du nombre de ventes et des royautés qui sont calculées par rapport au nombre de ventes. Ils vont payer, directement les droits d'auteur à la production du jeu. Ce qui est un truc dont j'ai jamais entendu parler en Europe ou aux États-Unis. Je sais pas si Théo, tu peux me contredire, mais je sais aussi que je crois que les éditeurs russes ont aussi cette démarche-là, mais c'est assez rare. C'est un truc qui pas tant à généraliser, mais évoqué de plus en plus, parce que c'est effectivement un des moyens d'avoir une zone plus confortable pour les auteurs et les autrices, et d'avoir
Ouais, un des grands enjeux, une des grandes difficultés aujourd'hui de vivre de sa création, c'est vraiment cet aspect de le moment où t'es payé et parfois très très longtemps après le moment où t'as travaillé, donc c'est difficile d'avoir une visibilité. Effectivement, si t'es payé au moment de la production, bah c'est un peu plus tôt dans le process, et donc c'est un peu plus facile de gérer tes dépenses. Mais à l'heure actuelle, à part les Japonais et les Russes, effectivement, j'ai jamais... Enfin, certains Japonais et certains Russes même, j'en ai jamais entendu parler ailleurs, hein, pour le coup. Et après, à côté de ça, est-ce ils ont une meilleure rémunération sur le contrat? J'ai peut-être loupé l'info, mais... Alors, je sais que, par exemple, Masato m'expliquait que Honk était un éditeur très très généreux avec ses auteurs, par exemple. Alors, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Non, mais c'est pour avoir l'idée. C'est une des choses qu'il m'avait dites. Ouais. Je pourrais vous dire, mais il refuse mes prototypes, donc je peux pas confirmer. Ça va, t'as eu 2 rejets, ça va. Ça pique un peu. Non, en plus, le deuxième, il aurait dû le signer. En plus, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Non, par contre, c'est vraiment un éditeur avec qui... les gens l'auront compris, on se connaît assez bien avec Yannick, on est plutôt amis, et donc ça a aidé aussi. Et tu m'avais accompagné pendant le rendez-vous, en partie pour faire la traduction, mais c'est aussi un rendez-vous sur lequel je garde un souvenir assez ému. C'était un chouette rendez-vous, on avait passé plutôt un bon moment, même si il y avait une lisibilité émotionnelle qui était pas forcément facile pour moi, de savoir, après un rendez-vous, souvent on sort et on se dit « Ouais, ça a pas plu à l'éditeur » ou « Ah, là, je le sens bien ». Régulièrement, on se plante d'ailleurs. Là, à la fin du rendez-vous, j'étais genre « Bah, je sais pas, ça a existé, ça s'est passé. » Il avait l'air « Je sais pas du tout si... » Parce que Jun Sasaki est quelqu'un d'assez peu transparent de ses émotions, je pense. Mais j'en garde un souvenir, et c'est clairement, moi, ça reste un éditeur avec qui je rêve de travailler, et si un jour j'ai l'occasion de recroiser Honk sur un festival, que ça soit sur peut-être ASN ou au Tokyo Game Market si j'ai la chance d'y retourner, je sais que j'essaierai d'avoir un autre prototype à lui montrer, parce que ça me ferait vraiment rêver de travailler avec eux, rien que par la qualité graphique qu'ils peuvent mettre en place sur leur prototype, sur leur jeu du coup. Oui, sur leur prototype. Écoutez, on va clôturer sur ça. C'était assez fou. J'ai l'impression d'avoir tellement d'infos nouvelles en tête que je ne connaissais pas. Je sais même pas comment gérer ça. Je pense que au montage, je vais encore halluciner. Merci mille fois Yannick pour ta disponibilité et la proposition d'émission, parce que pour le coup, c'est encore 1000 fois mieux. Merci pour votre accueil, c'était bien cool, merci. Théo, merci encore d'avoir organisé tout ça, t'as tout fait du début à la fin, là j'étais un peu comme un roi en me posant et en arrivant en mettant mon casque sur la tête, donc merci 1000 fois. Parce que t'es un peu le meilleur, donc tu mérites ton petit trône de temps en temps. Et cet homme, voilà, retrouvez-nous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Si vous avez encore une fois des questions, des retours, n'hésitez pas à passer sur notre Discord qui est ouvert, accueillant, chaleureux et aimant. Avec tous ces gens qui sont magnifiques. Vous l'aurez compris, on a beaucoup de bienveillance et voilà, n'hésitez pas à nous pinguer sur les réseaux sociaux, Théo_Sacha ou Zéphiriel, et puis voilà, des bisous, prenez soin de vous. Salut. Fin de transmission.